Je suis Catherine Brault, avocat au barreau de Paris. Je fais plus particulièrement partie de l'antenne des mineurs du barreau de Paris, qui est une association d'avocats, un regroupement d'avocats, qui est spécialisé dans la défense des mineurs, que les mineurs soient auteurs ou victimes. Donc là, aujourd'hui, je vais vous parler effectivement des mineurs victimes. Alors, l'AIVI m'a demandé d'intervenir pour savoir quelle différence entre le viol et l'inceste. Alors, sur l'intitulé de son invitation que vous avez tous reçu, quelle différence est au singulier? Alors, moi, j'ai mis un S à quelle différence? Déjà, je vous le dis. Je voudrais également tout de suite, avant de commencer mes explications, qu'il n'y ait pas de méprise de la part des personnes ici. Il n'y a de ma part aucun grade, aucune comment dire, différence entre le viol et l'inceste par rapport aux conséquences que ça peut avoir pour les victimes, par rapport à ce qu'elles peuvent ressentir. En revanche, je vais devoir mettre en avant quand même les différences qui existent entre le viol et l'inceste, mais loin de moi de penser que quelque chose est plus grave et l'autre moins grave. La seule chose, c'est qu'effectivement, que ce soit dans les faits, que ce soit d'un point de vue juridique, il y a certaines différences que je vais mettre en avant. Alors, pour commencer ce discours, je suis partie du Petit Robert, d'abord, le nouveau Petit Robert, édition 2009, c'est celle que j'ai à la maison. Hein, je vais pas, voilà, j'ai pas la 2013 ni la 2014, celle de 2009. Alors, comment est défini l'inceste? L'inceste est défini comme des relations sexuelles entre un homme et une femme, parents ou alliés, à un degré qui entraîne la prohibition du mariage. Et comme exemple, on vous parle inceste entre le père et la fille, entre le frère et la sœur. Bon. Le viol, on vous dit acte de violence. La violence ne faisait pas partie de la définition de l'inceste que je vous ai donnée tout à l'heure. Par lequel une personne, entre parenthèses, il est indiqué violeur, impose des relations sexuelles avec pénétration à une autre personne contre sa volonté. Là, on a la notion de contre sa volonté. Donc, déjà, dans le Robert simple, il y a une différence lorsqu'on définit l'inceste et lorsqu'on définit le viol. Et vous allez voir que la façon dont on définit l'inceste et le viol dans le Petit Robert est encore complètement différente dans le droit, dans notre droit. Alors en droit, je suis allée voir deux codes, le code civil et le code pénal. Le code civil, j'ai tapé sur un moteur de recherche qui s'appelle Légifrance le mot inceste dans le code civil. Il est sorti 0 fois. C'est-à-dire que dans le code civil, on ne parle à aucun moment d'inceste. Alors vous avez des articles qui disent, bien entendu, qu'on ne peut pas se marier avec son père, avec sa mère, avec son frère, avec sa sœur, son oncle, etc. Mais le mot inceste ne figure pas. C'est pareil, il est prévu que le Pacs ne peut pas avoir lieu non plus entre une mère et sa fille. Tout ça est prévu, mais le mot en lui-même n'est pas cité. Le mot viol, dans le Code civil, n'apparaît également pas. Mais là, c'est plus logique, puisqu'effectivement, on est sur une infraction pénale. Dans le Code pénal, le mot inceste, même processus de recherche sur Légifrance, n'existe plus, puisque vous savez qu'avec la loi Faure du 8 février 2010, il y avait eu la création de plusieurs articles qui avaient prévu effectivement d'introduire dans le code pénal le mot inceste, et ces articles ont été invalidés par le Conseil constitutionnel dans 2 décisions. Alors, je ne vais pas vous envahir de chiffres et de dates, mais bon, si vous voulez des précisions, je pourrais vous les donner ultérieurement. Donc, dans le code pénal aujourd'hui, le mot inceste ne figure plus. Le viol, en revanche, il est cité 14 fois, dans 14 articles. Et notamment dans ces fameux articles, là je vais vous les donner, 222-23 du Code pénal et 222-24 du Code pénal. L'article 222-23 parle du viol lui-même et l'article 223-24 parle des circonstances aggravantes. Et dans les circonstances aggravantes, vous avez le petit quatrièmement qui dit lorsqu'il est commis par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait. Donc c'est actuellement sur ce texte-là que les tribunaux
juge les infractions incestueuses, les relations dites incestueuses. On utilise ces articles-là, les professionnels utilisent ces articles-là. Alors, en quoi est-ce que le viol et l'inceste peuvent juridiquement être différents? D'abord, le viol, dans les faits, on est généralement victime d'un viol une fois dans sa vie, et exceptionnellement plusieurs fois. En revanche, l'inceste, c'est rarement une fois, mais c'est vraiment plusieurs fois. C'est pendant toute l'enfance, voire pendant toute l'adolescence, voire que pendant toute l'adolescence, mais c'est rarement un acte isolé. C'est vraiment souvent des actes assez fréquents. Après, je vais être très schématique, vous avez la révélation, ce qu'on appelle. Alors, que ce soit la révélation d'un viol ou la révélation d'un inceste, c'est une étape très difficile. C'est une étape très difficile parce que quand vous poussez la porte d'un commissariat pour expliquer ce qui vous est arrivé, en face de vous, vous avez des policiers, certes, mais des êtres humains qui sont très mal à l'aise avec ces notions-là. Donc déjà, vous n'êtes pas sur des gens forcément qui sont en bonne disposition pour vous entendre. Mais en plus, en matière d'inceste, il y a généralement de la suspicion de la part des services de police. C'est-à-dire qu'on ne va pas, de prime abord, vous croire, notamment lorsque cette révélation d'inceste apparaît à l'issue d'une séparation des parents. Donc là, on va être encore beaucoup plus suspicieux par rapport à ce qui vous est, à ce qui peut être dit. Après, les conséquences sur la famille. Alors, encore une fois, ce sont des généralités. Je sais qu'il y a des exceptions, mais d'une façon générale, un viol, vous êtes normalement soutenu par votre famille, par votre entourage, par les gens qui vous entourent pour passer cette épreuve terrible. Enfin, pour vous aider à vivre avec cette épreuve terrible. L'inceste. Vous allez révéler des faits qui vont bouleverser la famille. Bouleverser la famille au sens propre comme au sens figuré. Avec parfois des conséquences économiques dramatiques, puisque l'agresseur, c'est le seul qui travaille à la maison, c'est le seul qui faisait vivre la famille et qui peut être incarcéré dans un premier temps, voire très longtemps. Donc ça, c'est quand même une différence importante dans les faits et même dans les conséquences juridiques, puisque l'incarcération, c'est une conséquence juridique, qui n'existe pas dans le viol, puisque généralement, lorsque vous êtes victime d'un viol, enfin généralement, voilà, c'est quelqu'un qui, en tout cas, n'a pas cet impact économique dans votre entourage, voire qui est un parfait inconnu, et il n'y aura pas les conséquences dont je vous ai parlé par rapport à la famille. Une autre différence juridique, c'est pendant la procédure. Lorsque vous êtes victime d'un viol en tant que mineur, normalement, juridiquement, vous êtes un incapable et vous êtes représenté par vos parents, vos pères et mères. Là, en matière d'inceste, lorsqu'il émane notamment de votre père, voire de votre mère, puisque c'est aussi des cas qui existent, il y a une antinomie entre ce que celui qui vous a agressé soit également votre représentant devant la justice et défendre vos droits contre l'agresseur qu'il est lui-même. Donc, la loi a créé ce qu'on appelle un administrateur ad hoc, qui est prévu à l'article 706-50 du Code de procédure pénale. Avec la loi Faure, il était prévu qu'en matière d'inceste, la désignation de cet administrateur ad hoc soit systématique. Aujourd'hui, je me suis aperçue, en préparant le sujet aujourd'hui, que cette mention, qui était donc visée à l'article 706-50 du Code de procédure pénale, avait disparu avec la loi du 5 août 2013. Il faut néanmoins savoir qu'en pratique, en tout cas à Paris, puisque moi c'est surtout Paris que je fréquente, et il y a d'autres confrères dans la salle qui pourront vous le confirmer, qu'il y a quasiment tout le temps, systématiquement, un administrateur ad hoc qui est désigné lorsque l'on est dans une affaire d'inceste, pour que ce soit lui qui représente les droits de l'enfant devant la justice. Une autre grande différence, c'est que devient la victime d'un viol ou d'un inceste pendant la procédure. La victime d'un viol, généralement, elle reste dans son environnement.
Elle va rester dans sa famille, elle va rester dans son école, voilà, elle va continuer sa vie, avec bien entendu ce qui lui est arrivé, mais normalement, sa vie de tous les jours, matériellement, ne sera pas bouleversée. La victime d'inceste, quand elle est mineure, il faut la protéger. Il faut la protéger de son agresseur. Alors, soit c'est la famille qui prend les devants, et à ce moment-là, il n'y a pas de problème, mais hélas, d'expérience, c'est souvent la victime qui est déplacée de la famille pour la protéger. C'est-à-dire concrètement, elle se retrouve placée dans des foyers d'urgence au début, où elle voit des gens terribles. Puis après, dans des foyers de jeunes filles ou de jeunes hommes. Et puis après, dans des familles d'accueil. Et puis, elle ne voit sa famille que dans des conditions médiatisées. Alors, je vais vous citer 3 cas concrets de ce que je viens de vous expliquer. Premier cas, c'était un inceste entre un petit frère et sa grande sœur. Même corpulence, etc. Donc l'affaire est révélée. La famille a fait quand même partir le petit frère. Mais il n'en demeure pas moins qu'une fois que toute la procédure s'est finie, par la condamnation du petit frère, le premier Noël, on lui a dit bah, écoute, ce soir, tu ne seras pas là parce qu'on va privilégier ton frère maintenant. Deuxième exemple, un grand frère qui avait des relations incestueuses avec sa petite sœur. Pas de papa, une mère très compliquée. La petite sœur révèle les faits à sa copine d'école, qui en parle à sa maman, qui en parle à la directrice. Et évidemment, après, la machine est partie. La maman, alors que le frère avait en garde à vue reconnu les faits, et que les parents ont accès aux déclarations de leurs enfants une fois qu'ils sortent de la garde, qu'on leur fait contresigner, que ce soit les victimes ou les auteurs, ils ont accès. L'enfant sort et la maman dit « c'est pas vrai ce que tu as dit, hein, c'est pas vrai ce qui s'est passé. Donc ta sœur, c'est une menteuse. Donc la sœur, elle est partie et elle est placée. Et elle est toujours placée. Le frère a été condamné, parce qu'il est quand même revenu sur ses déclarations. Mais aujourd'hui, elle n'a jamais réintégré sa famille. Et lui, le frère, il est toujours avec sa maman. Et il est toujours câliné par sa maman. Alors qu'il a été reconnu coupable par la justice. Tout ça, c'est des choses dans le viol que vous n'avez pas. Dernier exemple, une jeune fille qui a fait l'objet d'agressions sexuelles à répétition depuis son plus jeune âge par son beau-père. Et puis, quand même, à l'adolescence, quand elle a un petit copain et qu'elle lui explique ce que fait son beau-père, son petit copain lui dit c'est peut-être pas normal là ce qui se passe quand même. Donc, pareil, révélation des faits, etc. La maman fait partir le père, enfin le beau-père, et vit avec sa fille, puisque de toute façon, il y avait le juge d'instruction qui a dit pas de relation avec la victime pendant au moins tout le temps de la procédure. Et ben la maman, elle disait à sa fille, quand même le week-end, tu vas dormir chez ton petit copain parce que j'ai quand même le droit de continuer à avoir des relations intimes avec ton beau-père. Voilà. Voilà concrètement ce à quoi les victimes d'inceste sont confrontées, ce à quoi les victimes de viol ne sont pas confrontées, normalement. Après, vous aurez toujours des exceptions. Et dernier point que j'ai trouvé en réfléchissant à cette question de différence au niveau juridique entre l'inceste et le viol, c'est que voilà, vous avez toute une procédure, vous avez un jugement qui déclare la personne coupable, et nous demandons ensuite des dommages et intérêts. Et pour obtenir ces dommages et intérêts, généralement, on ne les fait pas payer par les agresseurs, mais on s'adresse à un organisme qui s'appelle la CIVI, la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, qui va avancer l'argent au lieu et place des victimes, au lieu et place des auteurs, pardon. Et nous, quand ce sont des victimes mineures, on les bloque jusqu'à leur majorité sur des comptes. Alors, quand c'est une victime mineure d'un viol, généralement, l'argent revient à la victime, il n'y a aucune difficulté, voire ses parents font peut-être parfois débloquer avant la majorité. Mais quand c'est une victime d'inceste, parlons de cette jeune fille actuellement qui est placée, pour qui une somme d'argent a été obtenue et qui est actuellement sur un compte qui produit des intérêts et qui va lui être reversé à sa majorité, placée par l'administrateur ad hoc. On sait très bien que quand la jeune fille devient majeure et qu'elle a accès à son compte, la famille revient et lui dit bah, l'argent, tu nous le donnes à nous, parce que tu nous as déjà fait suffisamment d'ennuis, ça nous a déjà coûté suffisamment d'argent, donc on te le reprend. Et généralement, cette indemnisation,
elle ne va pas à la victime. À tel point même qu'on se demande si on n'a pas intérêt à signaler ces faits à la majorité pour mettre l'enfant sous tutelle, au moins encore quelques années, pour la protéger euh, de sa famille. Donc, voilà, j'espère que ces précisions vous auront permis de comprendre que même juridiquement, il y a une réelle différence entre une victime d'un viol. Encore une fois, je ne fais aucune échelle de valeur entre être victime d'un viol et victime d'un inceste. Ce sont des choses terribles. Mais juridiquement, il est indéniable qu'il existe des différences et que je rejoins tout à fait la IVI en ce qu'elle souhaite que ça fasse l'objet d'une infraction spécifique dans le code pénal.